Alors, curieuse, joyeuse, envie de découvrir, intéressée, disponible, fatiguée. Pardon, il n'y a pas à dire pardon, on a le droit d'être fatigué. Avide, inspirée, fatiguée mais enjouée. Encore de l'énergie, curieuse, merveilleux. Éparpillée, fatiguée, disponible malgré la tête un peu ailleurs, fatiguée mais intéressée. Ah bon, alors tout ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ça m'intéresse ça? Ça m'intéresse parce que quand un enfant arrive, eh bien, j'ai besoin de savoir comment il se sent. Pourquoi j'ai besoin de savoir comment il se sent? C'est que il peut être, comme certaines d'entre vous, fatigué. Hein, et s'il est fatigué, je vais peut-être avoir du mal à entrer en relation avec lui, l'intéresser sur le sujet que je veux partager avec lui. Et je risque d'être un petit peu, comment dirais-je, je risque de l'induire en erreur. C'est-à-dire que l'enfant qui vient nous voir, 9 fois sur 10, c'est un enfant qui se sent nul. Si il arrive en étant fatigué, non disponible, je vais le mettre en échec au niveau cognitif, alors que peut-être que ce ne sera pas une difficulté cognitive, ce sera juste une difficulté du fait qu'il n'est pas disponible. Alors, je vais faire quelque chose avec vous, puisqu'il y en a certaines. J'ai lu au moins 5 ou 6 fois « je suis fatiguée ». On peut comprendre, après une journée de travail, après le contexte actuel, que ce soit sanitaire, social, qui n'est pas très très facile. Hein. Dieu sait comment c'est compliqué dans nos cabinets d'orthophonie, tout ce qu'on nous demande de faire. Donc, je peux comprendre qu'on soit fatigué. Alors, on va faire quelque chose de très très simple ensemble, si vous voulez bien. On pourrait bâiller par exemple, ça pourrait être une bonne idée, mais on va juste respirer. Donc, je vais mettre mon chronomètre et on va faire 30 secondes. C'est pas long 30 secondes sur une séance une demi-heure. 30 secondes où on va fermer les yeux et respirer juste pour atterrir dans notre corps, remettre l'esprit tranquille, au repos, et ensuite on va réouvrir les yeux. D'accord? Donc je vais le faire avec vous, et c'est comme ça que souvent je commence la séance par un petit temps que j'appelle un temps de mise en disponibilité. Alors on va faire ça toutes ensemble. Donc je ferme les yeux et je m'installe en moi-même. Je sens l'air frais qui rentre dans mon nez et l'air plus chaud qui en ressort. Je me dépose en moi-même. Je m'accueille là, tout de suite, ici et maintenant, tel que je suis. J'accueille ma fatigue, ma joie, mon impatience. Et puis, nous allons ouvrir les yeux et ensemble, nous allons bâiller un coup. On va s'étirer, voilà, comme des chats, après la sieste. Et maintenant, j'ai une petite question pour celles qui ont dit « je suis fatiguée ». Est-ce qu'il vous semble que juste après quelques petites secondes de respiration ou quelques petits étirements, est-ce qu'il y a quelque chose d'une mise en disponibilité qui aurait un tout petit peu augmenté? Donc là, je m'adresse à celles, je n'ai pas retenu vos prénoms, est-ce qu'il y en a une ou deux qui voudraient témoigner, une qui aurait marqué « je suis fatiguée » et qui voudrait dire si juste le fait d'avoir respiré et s'être un peu étiré, il y a quelque chose d'une mise en disponibilité qui a un peu grandi, qui voudrait témoigner. Alors, si vous voulez témoigner, il faut allumer le micro
Alors, Charlotte, à tout le monde, une sensation de détente. Donc oui, plus de disponibilité. Mhm. Est-ce qu'il y en a une autre qui voudrait partager? Vous pouvez partager de vive voix, hein, il vous suffit de remettre le micro. Est-ce qu'il y en a une qui ose? Alors, je me sens tout aussi fatiguée, mais plus concentrée. Donc ça, ce sont des témoignages, merci à Charlotte, merci à Alice, ce sont des témoignages très, très intéressants. Parce que ça veut dire que en début de séance, hein, je ne fais pas comme ça avec les enfants. Il y a d'autres moyens. Je les envoie courir dans le jardin, je saute, je respire, je rigole. Hein, il y a d'autres façons de me mettre en disponibilité. Mais ça veut dire que parfois, quand je prends ce temps-là d'entrer en connexion avec l'enfant et de m'assurer de sa disponibilité, si je gagne un peu en concentration, ben, je n'ai pas tout perdu. Est-ce que j'ai perdu 30 secondes ou est-ce que je les ai gagnés? Hein, je vous pose la question. Donc, moi, par exemple, je pourrais vous dire que je me sens à la fois très, très heureuse d'être là parmi vous et de témoigner sur cette orphonie qui m'est chère. Hein. Je me vis un peu comme une chercheuse et je suis heureuse de partager le fruit de mes recherches avec vous. Et à la fois, quand je regarde 40 participantes connectées, eh bien, il y a quelque chose qui me met un peu la pression, donc je me sens aussi un peu tendue. Et au moment où je vous dis « je me sens un peu tendue », si j'écoute bien à l'intérieur de moi, ça commence à se détendre. Ça commence à se détendre parce que j'ai pu le partager et le dire. Hein. Donc, ce que je fais avec vous, là, c'est que j'ose une parole vraie. En tant qu'orthophoniste, j'imagine qu'une parole vraie, ça vous intéresse. Parce que c'est ce que l'on cherche avec les enfants. Hein. On cherche à obtenir une parole vraie. Et vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas si facile que ça. Parce que vous avez pu observer qu'une des particularités de l'enfant dyslexique, hein, c'est bien d'avoir de la difficulté à dire quelque chose de vrai pour lui. Quand vous recevez un enfant dyslexique et que vous lui demandez ben, « Comment vas-tu ?» Il va vous dire « Bien, ça va ». Et pourtant, si on creuse un peu, souvent, ça ne va pas. Peut-être il arrive de l'école et il a eu une mauvaise note, peut-être il a eu une journée stressante, peut-être il s'est disputé avec une copine, mais il va dire quand même ça va. Il n'a pas été vrai, mais il a cru qu'il fallait dire ça. Hein. Donc, oser une parole vraie, si moi, qui anime la conférence, j'ose une parole vraie, j'essaie de vous inviter, hein, tout comme avec mon patient, j'essaie de l'inviter à être authentique. Donc, pour définir un petit peu l'orphonie, je dirais qu'il y a deux grandes façons de le définir. L'orphonie, c'est à la fois l'usage des médiations artistiques dans la séance de travail. Celles qui ont lu mon livre ou celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. C'est bien le titre de mon livre. Hein. Ça s'appelle L'orthophonie enrichie des apports de l'art-thérapie. Donc, quand on voit art-thérapie, on se dit « Ah, ce sont les médiations artistiques ». Mais ce n'est pas que ça. L'orphonie, c'est aussi une posture. Donc, je vais essayer de définir ces deux façons de définir l'orphonie. Donc, je dirais en premier que l'orphonie, c'est une orthophonie humaniste. Dans le mot humaniste, on entend le mot humain. Et ça veut dire que ça se passe de sujet à sujet. Ça veut dire que la façon dont je suis, moi, impacte sur la façon dont se trouve l'enfant. Si moi je m'ennuie en séance, parce que j'en suis à ma 10e séance d'une demi-heure, et que je m'ennuie, il y a de fortes chances que l'enfant en face de moi s'ennuie. Donc, une orthophonie humaniste, c'est une orthophonie dans laquelle je prends en considération l'enfant, mais je me prends également en considération. Hein. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre du plaisir dans la séance. Je dirais presque, je me dois de prendre du plaisir dans la séance.
Hein. Donc, je me dois plusieurs fois par séance de me demander, Claire, comment vas-tu? Et si je vois qu'à un moment donné, je m'ennuie, eh bien, c'est que très certainement, mon petit patient s'ennuie aussi. Donc, c'est une orthophonie dans laquelle on est sans arrêt en train d'interroger l'enfant et de nous interroger nous-mêmes. Alors, celles qui me connaissent, je reconnais quelques visages. J'aime bien raconter des anecdotes. Et j'ai une petite anecdote justement d'un jour où je me suis ennuyée, je le raconte dans mon livre, c'était un enfant qui venait et qui était un ado, un peu les épaules rentrées et qui n'était pas tout à fait avenant. Et ce jour-là, il était arrivé en retard et je lui avais proposé un recueil que presque toutes les orthophonistes connaissent qui s'appelle 80 nouvelles chez Ortho Édition. Alors je lui ai dit, écoute, tu vas choisir une nouvelle et puis je vais t'expliquer comment fonctionne une carte mentale. Et puis, je sens que je m'ennuie. Je commence à bâiller. Et je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire pour tenir une demi-heure? Alors, je l'interroge et je lui dis, écoute, je m'ennuie. Et toi? Il me dit, moi aussi. Alors, je lui dis, écoute, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais il faudrait qu'on trouve une solution. Alors, il me dit, c'est même pas la peine de chercher, j'avais pas envie de venir. Ah, je lui dis, tu fais bien de me le dire parce que j'ai l'impression que je suis un peu en force avec toi. Et comment on pourrait faire? Peut-être je pourrais t'expliquer la carte mentale au lieu de partir de ce recueil de 80 nouvelles. Peut-être je pourrais te l'expliquer à partir d'un sujet qui te plaît. Bon, il n'y a rien qui me plaît, il me répond. Bon, je lui dis, alors ça va être compliqué. Et puis tout d'un coup, il me dit, oui, il y a quelque chose qui me plaît, c'est mon métier. Alors j'ouvre des billes un petit peu rondes parce qu'un enfant, il est en cinquième, un enfant de cinquième qui me dit mon métier. Et je lui dis, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors il me dit, je voudrais être tractopéliste. Oh, tractopéliste, voilà que ça m'intéresse. Alors je prends une feuille, hein, je suppose que vous savez ce que c'est qu'une carte mentale. Hein. On écrit dans un cercle au milieu un titre et puis on va développer sa pensée. Donc il écrit tractopéliste au milieu et puis le voilà qui fait des rayons autour de ce mot central et qui commence à développer sa pensée. Combien ça gagne un tractopéliste? En premier, il écrit ça, ça c'est très important. Et puis, quel est le parcours pour arriver à devenir tractopéliste? Et puis, quelles études il va faire? Et puis, comment il va s'y prendre? J'en revenais pas. Donc, ce petit exemple pour vous montrer que moi aussi, ça m'arrive. Parfois, je pars trop vite. Là, j'étais partie trop vite. Hein. Il était arrivé un peu en retard. Alors, ça m'avait mis en stress. Je me suis dit, mon Dieu, moi, je fais des séances de 40 minutes. Je m'étais dit, il me reste qu'une demi-heure. Je vais essayer de gagner du temps. Et bien, en voulant gagner du temps, j'en avais perdu. Je l'avais perdu. Ce qui fait que j'étais en train de m'épuiser et que, heureusement, j'ai regardé en moi-même et je me suis dit, Claire, tu t'ennuies. Je le lui ai partagé et du coup, ça lui a redonné du dynamisme. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, si vous aussi, parfois, dans les séances, vous avez des moments où vous vous ennuyez, vous pouvez me faire comme ça, avec la tête, si c'est le cas, ou bien si vous êtes tout le temps en pleine forme. Mais donc ça, c'est déjà le début de l'orphonie, c'est considérer que moi aussi, en tant qu'orthophoniste, j'ai le droit de donner mon avis, j'ai le droit de m'interroger sur comment je me sens. Ensuite, j'aime bien définir l'orphonie comme une orthophonie intégrative. Intégrative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas art-thérapeute, je suis une vraie orthophoniste, mais qui intègre les courants de la linguistique, les courants de la philosophie, les courants de la neuroscience, les courants qu'est-ce que j'ai oublié, de la psychologie évidemment. Hein. Donc, je ne mets pas ces différents courants les uns contre les autres. J'entends beaucoup aujourd'hui, oui, bon, moi je suis pour les neurosciences. Comment, au XXIe siècle, on peut être contre les neurosciences? C'est pas possible, c'est trop passionnant les neurosciences. Et c'est pas parce qu'on fait
de l'arphonie, qu'on est contre les neurosciences. Donc, le mot intégratif est très très important pour moi parce qu'il veut dire que nous utilisons toutes ces données-là pour créer une orthophonie vivante et joyeuse. Donc, dans la séance d'arphonie, il y a différents temps que je vais développer tout à l'heure, et ces différents temps correspondent au trajet de l'influx nerveux dans le cerveau. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment appuyée sur les neurosciences pour créer les différents temps de la séance. Donc, évidemment que les neurosciences, ça me passionne et qu'au jour d'aujourd'hui, on doit tenir compte de ça pour créer une méthode qui tienne la route. Mais pas que. Si on n'est que dans la neuroscience, eh bien, il y a peut-être un aspect qu'on occulte un petit peu. Moi, j'ai une maman qui commence à perdre un petit peu la tête et puis elle va chez l'orthophoniste et puis 3 fois par semaine, on la met devant un ordinateur. Ben, voilà, il y a quelque chose en moi à qui ça fait mal. Ça fait mal parce que ce qu'elle veut avant tout, c'est rencontrer un humain en face d'elle qui l'écoute. Donc, l'orthophonie que j'ai envie de partager, c'est une orthophonie joyeuse où on est 2 sujets en face à face et où on va co-créer la séance ensemble. Co-créer, ça veut dire qu'on ne la prépare pas, mais qu'on se rend disponible à ceux qui se présentent. Ça veut dire que je laisse l'enfant partir un pas devant moi et moi je l'accompagne. Je ne lui propose pas des exercices, non, je le laisse être un peu créateur de sa séance. Et au fur et à mesure qu'il donne des idées, qu'il initie quelque chose, je le soutiens dans son projet. C'est pour ça que je parle dans mon livre d'auto-guérison. Je parle d'auto-guérison parce que l'enfant va savoir se diriger vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui est bon pour lui. Donc, l'orthophonie, une orthophonie enrichie des apports de l'art-thérapie. Donc, qu'est-ce que j'ai emprunté à l'art-thérapie ? On ne peut pas tout emprunter à l'art-thérapie parce qu'en tant qu'orthophoniste, il y a des choses qui sont antinomiques avec l'art-thérapie. Par exemple, le fait de coter un bilan, de l'étalonner, ça c'est antinomique avec l'art-thérapie parce que dans l'art-thérapie, on ne cote pas, on n'étalonne pas, on est vraiment que sur du qualitatif et pas sur du quantitatif. Mais il y a certains principes qu'on peut utiliser. Donc, notamment l'usage des médiations artistiques. Donc, les médiations que j'utilise, c'est essentiellement 4 médiations qui sont la peinture, le collage, ce que j'appelle le dessin centré qui correspond au mandala et l'argile. Donc ça, ce sont les 4 médiums que j'utilise. Alors, c'est quoi un médium ? Un médium, c'est quelque chose qui me permet d'aller vers. Ça veut dire que ce n'est pas une œuvre d'art. Ce que je ne veux pas créer une belle peinture, un beau modelage, ça m'est égal complètement. Je n'ai pas besoin, pour suivre des modules en arphonie, je n'ai pas besoin d'être douée en art, pas du tout. Si je suis nullissime, comme disent les enfants, je suis nulle, ça c'est un mot qu'on entend souvent, et bien c'est parfait. Parce qu'un médium, c'est vraiment une passerelle qui me permet d'aller vers le langage. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'œuvre d'art, c'est que l'œuvre d'art me permet un avènement vers le langage. Et ça m'intéresse particulièrement. Pourquoi ? Ça m'intéresse particulièrement parce que les dyslexiques qui viennent nous voir, où est-ce qu'ils sont doués ? Est-ce qu'ils sont doués plutôt ? Est-ce que ce sont plutôt des droitiers du cerveau ou des gauchers du cerveau ? Ce sont plutôt, qu'est-ce que vous répondriez ? Vous avez vos micros fermés, alors j'ai l'impression un peu de parler toute seule, mais qui c'est qui me répond ? Qui c'est qui ose ? Droitier ? Et oui, ce sont plutôt des droitiers du cerveau. Merci, c'était Solène. Donc, ce sont des droitiers du cerveau. Et donc,
quand je propose directement un exercice sur le langage à un enfant, mais c'est une approche un peu frontale, donc un peu agressive. Hein. Souvent, ce sont des enfants qui sont très doués au niveau artistique. Donc, le fait de commencer par la médiation, qui est quelque chose de non verbal, eh bien, ça me permet de parler leur langage. Évidemment, je ne vais pas faire que une séance d'une demi-heure à faire de la peinture. Si je fais ça, je suis professeur d'art plastique. Moi, je suis très à cheval sur l'éthique de notre magnifique profession. On a une profession extraordinaire, mais qui est une profession, à mon sens, délicate. Délicate, pourquoi? Parce qu'elle se situe, comme on l'a dit, au carrefour de plusieurs disciplines, entre la psychologie, les neurosciences, la linguistique. C'est très, très compliqué de trouver sa place. Et si je fais un peu trop de peinture, si je ne suis pas formée, ben je propose de la peinture et puis l'enfant il a envie de faire de la peinture, je n'arrive pas à l'arrêter et puis il peint pendant une demi-heure. Alors ça, c'est pas être orthophoniste. Il faut qu'il aille faire le mercredi après-midi des arts plastiques. Donc, qu'est-ce qui fait? Ça, c'est le plus difficile à acquérir en artphonie, c'est cette posture. Qu'est-ce qui fait que je suis orthophoniste? Bien, je suis orthophoniste si je permets à un enfant en difficulté langagière de passer par le détour de la médiation pour aller vers le langage. Donc, c'est ce que Klein, art thérapeute, appelle une voie de détour. Klein, K-L-E-I-N. Vous pourrez aller voir. Il a écrit plein de bouquins, tous aussi passionnants les uns que les autres. C'est ce qu'il appelle une voie de détour. Je fais un petit détour pour, au début, parler ton langage, toi l'enfant qui est en face de moi, si tu es doué en dessin, si tu es doué en créativité, je vais parler ton langage pour petit à petit tisser des liens avec l'hémisphère gauche qui est plus compliqué pour toi, parce que toi tu es plutôt un droitier du cerveau. Et pour aller vers le langage, tu as besoin de cette voie de détour. Donc la médiation artistique, c'est un formidable outil pour entrer en relation, pour parler le même langage que l'enfant. J'évoque une idée qui me vient tout de suite. Et quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allée en Afrique, au Burkina Faso, où ils parlent un petit peu le français, mais pas beaucoup. En Brousse, en tout cas, ils ne le parlent pas. Et j'avais la chance, moi, à cette époque-là, de danser, de faire de la danse africaine. Et alors, j'ai pu danser dans ce non-verbal avec les femmes, danser toute la nuit et avoir vraiment l'impression de parler le même langage qu'elles. Et ça m'évoque ça parce qu'un enfant qui est vraiment un dyslexique, qui a vraiment une appréhension avec les mots, et il arrive et je lui dis, ben voilà, on va faire tel exercice avec les mots, ben c'est un petit peu... attaquer le symptôme de plein fouet. Et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas très, très respectueux de l'enfant et qui est un petit peu agressif. Voilà, donc on essaie toujours de trouver une voix qui parle à l'enfant et à sa difficulté. Donc, ça c'est pour introduire le côté des médiations. L'autre aspect de l'artphonie, qui est un petit peu plus difficile à introduire, c'est l'aspect de la posture. C'est-à-dire que l'artphonie ne se réduit pas à utiliser la peinture, utiliser le collage, utiliser l'argile. Figurez-vous que je l'ai découvert assez tard. Je l'ai découvert grâce à une étudiante. Je supervise des mémoires en orthophonie depuis un certain nombre d'années. Et un jour, j'avais donc une étudiante en 5e année qui écrivait un mémoire sur l'autisme et la médiation artistique. Et elle est venue pendant 3 mois, tous les mercredis, filmer un petit patient que j'avais, un porteur d'autisme. Elle a installé sa caméra et ça a été passionnant pour moi parce que, évidemment, me revoir en caméra avec cet enfant et puis noter ses progrès au jour le jour, c'était passionnant. Et à la fin de son étude, elle a pu observer les immenses progrès qu'avait fait cet enfant autiste. Donc moi, j'étais toute contente parce que je me suis dit, je vais lui avoir montré à quel point la médiation, c'est intéressant pour les sujets porteurs d'autisme.
Et cette jeune femme me dit, mais Claire, j'ai un doute. Est-ce que c'est la médiation qui a fait progresser cet enfant ou est-ce que c'est... Elle me dit, je ne suis pas sûre. Donc je la regarde, interrogative, comment tu n'es pas sûre? J'étais un peu déconcertée. Et elle me dit, mais est-ce que tu vois comment tu regardes cet enfant? L'amour que tu lui portes. Ben, en fait, je ne m'en étais pas aperçue parce que voilà, c'était quelque chose que je... Il semblerait que je vous avais perdu. Êtes-vous là de nouveau? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous pouvez me faire comme ça si vous m'entendez? Ah, merveilleux. Vous m'aviez perdu également, non? Faites-moi ça si vous m'aviez perdu. Ah, ben voilà, je ne sais pas, vous avez disparu. Bon, on a dû avoir une coupure de réseau. Donc, j'étais en train de raconter quoi? Cette étudiante, donc, qui m'a complètement déconcertée et qui m'a fait faire un chemin supplémentaire qui fait que mon livre est sorti un an plus tard, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait que comment je pourrais faire pour m'observer? Ça devenait un petit peu plus compliqué que d'étudier la peinture, le collage, l'argile. Ça devenait plus compliqué. Donc, la posture, c'est quelque chose qui est le plus complexe. Et c'est pour ça que dans les modules de formation, il y a 13 modules de formation qui durent 3 jours chacun. Et dans ces différents modules, évidemment, j'enseigne les médiations, mais j'essaie également, de module en module, d'enseigner la posture. La posture, c'est comment je me situe par rapport à vous. Comment je m'installe dans la relation thérapeutique avec mon patient. Au début de mon livre, j'ai posé quelques questions que je n'ai pas inventées. Je les ai empruntées à Carl Rogers dans son livre qui s'appelle Le développement de la personne. Et j'en ai marqué une ou deux que je vais vous poser. Alors, j'ai marqué... Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, j'ai marqué « Suis-je authentique ?» Ça a l'air de rien, cette question. Suis-je authentique? Si je vous pose la question à vous, quand vous êtes en séance, est-ce que vous êtes authentique? Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vais vous en poser une deuxième, et puis dans le chat, vous pourrez noter un petit peu ce qui vous vient. La deuxième, c'est « Ai-je la force d'être distincte ?» Ai-je la force d'être distincte? Distincte de quoi? Eh bien, peut-être distincte de l'attente des parents, de l'attente de l'école. Ça paraît peut-être facile à répondre, mais ce n'est pas évident. Alors, est-ce que vous pourriez noter en vrac, quand je vous pose « Suis-je authentique? Ai-je la force d'être distincte ?» Quand je vous pose ces deux questions, qu'est-ce qui vous vient? Écrivez dans le chat ce qui vous vient spontanément. Je chausse mes lunettes pour vous lire. Authentique égale sincère, oui. Tout dépend du patient. Pas toujours. Je ressens un gros besoin d'être authentique, mais je n'en ai pas toujours le courage, je n'ose pas.
Ça dépend des familles et des patients. Quand je lis ça, ça me touche parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, ça m'est arrivé de recevoir des enfants de médecins. Et ben, je m'en faisais toute une montagne. Je me disais, oh mon Dieu, il est médecin. Et alors, ça me déconcertait complètement. Je ne sais pas vous, mais ou si c'était quelqu'un que j'estime énormément, j'avais l'impression que j'allais être jugée. Ça vous est déjà arrivé, ça? Faites-moi ça si ça vous est déjà arrivé, de vous laisser impressionner par faites-moi ça que je vois. Ou peut-être qu'il n'y a que moi, hein, c'est possible aussi. Hmm. Donc, je vois que je ne suis pas toute seule. Me voilà rassurée. Alors, qu'est-ce que vous m'écrivez? Je me sens plus authentique loin du regard des collègues. Oui, je comprends. Intéressée authentiquement, mais pas authentique dans l'expression de mes doutes. Ouais. Mhm. Ouais. J'ai commencé à me former en gestion mentale. Donc ça, c'est intéressant, en effet. Hein. Euh, évidemment que quand on trouve une formation qui correspond à quelque chose qui nous parle, eh ben, être authentique, pour moi, ça s'apprend. En tout cas, moi, je n'ai pas été d'emblée authentique. Au départ, j'ai pu observer que dans certains cas, quand l'enfant tardait à me répondre ou n'arrivait pas à trouver la réponse, eh ben, je pouvais me sentir un peu, et je voyais la séance qui avançait rapidement, il me restait 5 minutes, il n'arrivait pas à trouver la réponse que je lui posais, et je sentais un emballement, je sentais un énervement, je n'arrivais pas à garder mon calme. Et puis, quand l'instit me disait, bon, je me rappelle une fois dans une école privée, une instit qui me dit, bon, ben voilà, là, il n'est pas bon en conjugaison, il n'est pas bon. Alors, elle me disait ce que j'avais à faire. Et là, je me disais, oulala, mais comment je vais faire pour proposer des choses un peu en amont de l'apprentissage, alors qu'il y a une telle pression? Est-ce que vous aussi, vous allez me faire ça? Je vais poser bien ma question, vous allez me faire ça si vous connaissez ce double mouvement en vous, d'arriver à trouver une conciliation. Est-ce que parfois c'est compliqué de concilier, à la fois de proposer des choses simples en amont de l'apprentissage et en même temps d'avoir le stress parce qu'il faut qu'il acquiert des connaissances cognitives, hein? Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, qui arrivent à être complètement elles-mêmes, complètement à se laisser exister? Parce que ça m'intéresse. Vous pouvez, on peut. Oui. Qui c'est qui? Il y a quelqu'un qui a levé la main? Je vous vois pas tous vos visages, hein, mais non. Euh, donc, être authentique et arriver à se lâcher les baskets par rapport à la pression de l'entourage,
est-ce que je vous ai retrouvé là? Ça y est? Bon, il y a des coupures de réseau. Parfois, je consulte toute la journée, ça ne coupe pas. Et puis ce soir, le réseau a l'air très instable. Bon, alors du coup, je ne sais plus ce dont je parlais. Qui c'est qui me rappelle? Allez, j'en prends une au hasard. Marie-Noël, tu me racontes où j'en étais là? Est-ce que tu pourrais m'aider? Tu pourrais rebrancher ton micro et me dire où est-ce que j'en étais, de quoi je causais? Alors, en fait, on était. Vous m'entendez? Oui, On, on on t'entend. est... Eh bien, en fait, alors attends, t'étais en train de nous parler de la mise en disposition, peut-être? Je sais plus trop, en fait. Euh, ouais, ça devait être ça. Tu parlais de. Oh, quelqu'un me vient en aide? Allez, une autre. Emmanuel. Emmanuel, L'authenticité. on ne t'entend pas. Tu Ah nous oui, mets. oui, authenticité, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, voilà, suis-je authentique? Donc, là, par exemple, ce que je fais avec vous, je suis authentique. J'ai essayé de me rebrancher. Alors, ça me fait paniquer un petit peu quand je vois vos visages disparaître. Hein. Donc, ben, j'ose demander de l'aide. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand je suis avec un patient et avec sa famille et que je rédige une petite lettre pour son enseignant ou pour un médecin et que je dis apprendre un P ou deux. Moi, je ne suis pas extrêmement douée en orthographe. Bon, ce qu'il faut pour avoir fait zéro faute à la dictée il y a 30 ans, il fallait faire zéro faute à la dictée à Montpellier pour rentrer. Donc, j'ai appris un peu le Grévis par cœur, mais maintenant, je l'ai oublié. Ce qui fait qu'à force de voir des patients dyslexiques, eh bien, il y a quelque chose au niveau de l'orthographe qui s'en va un peu. Et ça, c'est très confortable. Pourquoi c'est très confortable? Parce que ça me permet X fois par jour de douter de mon orthographe. Et qu'est-ce que je fais si je doute de mon orthographe? Eh bien, je demande au patient. Et qu'est-ce que ça fait quand je demande au patient? Eh bien, il se sent puissant. Donc, l'orthophonie que je propose, c'est une orthophonie authentique où je montre mes forces et où je montre mes fragilités. Où j'ose demander où j'en étais, parce que pour de vrai, je ne sais plus où j'en étais. Et donc, c'est une orthophonie dans laquelle, si moi, je n'ai pas le plein pouvoir et que je me montre fragile, qu'est-ce qui se passe? Ça permet à l'enfant qui est en face de moi de vivre aussi ses fragilités. Hein. Orthophonie, ortho, droit, normé, hein. Mais ça s'oppose à 10 D-Y-S, dyslexie, dysorthographie, tout ce qu'on veut, calculi. Et si moi, j'ose parler de mes 10, eh ben, l'enfant, il se sent un peu comme moi, il se sent un peu moins isolé. Est-ce que ça vous arrive à le comprendre? Faites-moi ça si vous partagez cette notion. Hein. Voilà. Mais évidemment que pour arriver à partager ses propres 10, il faut avoir un peu de sécurité en soi-même. Quand on commence, c'est difficile parce qu'on veut se montrer la super orthophoniste. Hein. Mais si je me montre super orthophoniste, qu'est-ce qui se passe? Je montre mon diplôme orthophoniste. C'est un mot orthophoniste, mais ça ne veut rien dire. Là, vous êtes combien connectés? 38. 38 personnes connectées, il y a 38 orthophonistes différentes. On est d'accord? Et pour oser être moi-même, il me faut acquérir de la sécurité intérieure. Souvent, je parle encore un peu et après je vais vous donner, on va faire la petite expérience que j'aime bien faire avec vous, avec des crayons de couleur, des feutres. Hein. Je ne vais pas faire que parler. Souvent, je compare la séance d'orthophonie à un bac à sable. Hein, celles qui me connaissent, Caroline, vous savez que je parle souvent du bac à sable. Pourquoi un bac à sable? Parce que un bac à sable, c'est un endroit sécurisé à l'intérieur duquel je peux faire mes expériences. Je peux jouer. Hein. Et pour moi, une séance est intéressante si j'ai mis un cadre suffisamment solide, suffisamment sécure pour que le patient puisse faire ses expériences.
la notion de cadre, elle est extrêmement complexe. Tout le module 4, pendant 3 jours, et encore je trouve qu'il est trop court, il parle de la posture, de ce cadre que je pose. Le cadre, c'est toutes sortes de choses. Comment je reçois les parents? Est-ce que je prends les petits copains de mes propres copines? Est-ce que je prends les gens que je connais? Quand j'ai un patient aphasique qui arrive, avec qui je fais alliance? Si c'est un monsieur en fauteuil roulant qui parle très peu et que sa femme est prolixe, est-ce que je me laisse happer par cette dame ou est-ce que je dis non, je me remets à plus tard? Si je suis avec un patient et que la maman me dit comment ça s'est passé la séance, est-ce que je commence à lui raconter comment ça s'est passé ou est-ce que je me tais parce que j'ai promis la confidentialité à cet enfant? Tout ça, c'est plein de questions qui font le cadre. Et ça, c'est le plus complexe. Le plus complexe. Donc, le parallèle avec le bac à sable, c'est que le bac à sable, il a des petites barrières de sécurité qui permettent à l'enfant de délimiter son territoire et d'être en sécurité. Ce qui fait qu'il peut monter son château de sable et le descendre et le remonter et faire des expériences. L'important, c'est le chemin, c'est pas là où on arrive. Moi, avec un patient, l'important, c'est jamais qu'il arrive à mettre son ENT à la fin du verbe, ça m'est égal. C'est toutes les questions qu'il va se poser pour y arriver. Donc, ce bac à sable, dans ce bac à sable, j'aime bien dire qu'il y a 3 jeux qui vont jouer ensemble dans ce bac à sable. Donc, il y a le jeu JE, le jeu du sujet, hein, on en a déjà un petit peu parlé, de moi sujet, de l'enfant sujet. Hein, le but, c'est quand même d'être sujet de soi-même. Il y a le jeu JEU, du verbe jouer, hein, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, pour que l'enfant ait envie d'apprendre, il faut que ce soit un espace ludique. Hein. Si ce n'est pas ludique, de toute façon, il est stressé. S'il est stressé, l'influx nerveux ne circule plus dans le cerveau, ou bien moins. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose du jeu et de la détente à trouver avec l'enfant. J'aime bien me référer à Winnicott, qui parle du jeu beaucoup, hein, si vous vous rappelez Winnicott, qui nous explique la différence entre le play et le game. Hein. Donc, la différence entre un jeu, le game, c'est le jeu, le plateau de jeu d'ortho-édition, c'est le jeu déjà tout fait. Hein. Les petits chevaux, le jeu de je ne sais quoi, le fantôme, comme je ne joue pas avec beaucoup de jeux, je n'ai pas de noms qui me viennent, mais un jeu de plateau où les règles sont déjà établies. Et puis, le play, c'est vraiment comment je peux être créatif à tout moment. Hein, comment je peux co-créer ici et maintenant une règle du jeu. Donc, dans l'usage des médiations, on est tout le temps dans le play, puisqu'il y a quelque chose qui va émerger. Et à partir de cette chose qui va émerger, souvent une œuvre abstraite, eh bien, on va laisser jaillir les mots. Et donc, c'est toujours de ce play dont il s'agit. Donc, j'ai le jeu JE, de l'identité du sujet. J'ai le jeu JEU, mais au sens de Winnicott, le play. Et puis, le 3e jeu, c'est le jeu JEU de la mécanique. La mécanique qui nous parle de jeu, c'est l'espace qui bouge entre 2 pièces. Hein. Eh bien, on va essayer en Arphonie toujours de mettre du jeu dans le sens de mettre de l'espace entre les choses. Et pour ça, on va mettre de la mobilité. C'est un mot qui revient tout le temps dans la formation, c'est la mobilité. Parce que la mobilité de pensée ne peut être activée que si l'orthophoniste a une pensée mobile et propose un espace mobile, que ce soit au niveau de la disposition de son bureau, de où est-ce qu'elle écrit, peut-être en horizontal, en vertical, parfois au bureau, parfois au sol, parfois... il faut tout le temps que ce soit différent. Comment j'écris avec le marqueur, avec le stylo à paillettes. Comment je me mets tout le temps à l'écoute et dès que je sens qu'il y a quelque chose qui stagne, eh bien, je mets dans le système, je réinjecte de la mobilité. Parce que la mobilité que je vais injecter dans le système va permettre une mobilité de pensée
pour l'enfant. Donc ça, c'est essentiel. Donc les 3 jeux qui vont tout le temps être questionnés en orthophonie, ce sont ces 3-là. Et je fais de l'accompagnement pour orthophonistes, je fais de la supervision. J'ai un groupe de supervision où on se retrouve 4 fois par an, un week-end, mais j'accompagne aussi par visio des orthophonistes sur des études de cas. 9 fois sur 10, rien qu'en reprenant ces 3 jeux, comment je me sens? Est-ce que je joue? Est-ce que je mets de la mobilité? Rien qu'en reprenant ces 3 jeux, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, ça paraît simple comme ça l'est beaucoup moins, parce que c'est complexe, hein, c'est les poupées que gigognent, il y a plein de questions derrière ces questions-là. Une question aussi que je reprends souvent en supervision, c'est qui demande quoi à qui? Qui c'est qui demande? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est sa maîtresse? Est-ce que c'est une amie qui a dit que Claire, la magicienne, allait le sauver? C'est qui? Et qui demande quoi? Qu'est-ce que je demande? Alors, ce serait dommage de ne pas pouvoir faire cette petite expérience. Alors, est-ce que je vous ai retrouvé quand ça coupe? Voilà, parfait. Alors, donc, on va vivre ensemble un tout petit dispositif pour essayer de voir comment les mots peuvent émerger de, de la médiation. Donc, est-ce que vous êtes toutes munies d'une feuille et puis au moins d'un bic, si ce n'est d'un ou 2 crayons de couleur ou d'un ou 2 feutres? Est-ce que tout le monde a ça ou est-ce qu'on met en pause pour aller chercher ce qu'il vous faut? Alors, donc, je fais faire toujours lors des conférences par visio cette même petite expérience. Donc, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait, mais c'est la plus petite, la plus minimaliste que je connaisse. Vous allez donc prendre votre stylo et vous allez faire un point, juste un point, au milieu de la feuille A4. Jusque-là, tout va bien. Vous allez maintenant, à main levée, tracer un cercle. Tracer un cercle qui nous laisse un tout petit espace, une toute petite bordure. Donc, assez grand, mais qui nous laisse un petit espace autour quand même. À main levée, hop, un petit cercle. Parfait. Donc, maintenant, je vais vous demander de faire un petit voyage. Alors, un petit voyage tout simple. Il s'agit de mettre le stylo au centre, sur le point, et puis de partir en voyage. Je peux presque le faire les yeux fermés, les yeux mi-clos. C'est pour dire que je n'ai pas besoin d'être douée en dessin, puisque même si je fais un peu n'importe quoi, même si je fais un gribouillis, ça va fonctionner. Donc, je vais partir un peu en voyage et je vais faire des gribouillis, des volutes, des zigzags. Ce qui me plaît, je vais occuper mon territoire. Ce cercle, c'est votre territoire à chacune. Vous partez du milieu, vous partez en voyage, vous faites un peu des zigouigouis dans le sens que vous voulez et vous revenez au centre. C'est parti.
Alors, vous pouvez me faire ça si vous avez réussi cette première étape. Ok, ok, ok. Super. Parfait. Donc maintenant, vous allez prendre, pour celles qui n'ont qu'un bic, ça va marcher aussi, mais si vous avez des crayons de couleur ou des feutres, c'est plus sympathique. Vous allez regarder votre œuvre, hein, comment on pourrait appeler ça, votre cercle. Hein. Vous allez regarder comme si je regardais le ciel un jour où il y a un peu des nuages. Et quand il y a des nuages, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être allongé dans la prairie et de dire tiens, je vois ça, puis non, ça a changé, on dirait un dinosaure, ah ben maintenant c'est ça, ou bien c'est des formes abstraites mais qui me parlent. Donc vous allez tout simplement souligner, mettre en relief les formes qui vous parlent. D'accord? Donc, vous pouvez, avec le bic, faire des hachures, des zébrures. Vous pouvez le faire avec le feutre, avec le crayon de couleur. Vous avez le droit de rajouter des petits éléments, peut-être une bouche, des yeux, peut-être rien du tout, des hachures, des pointillés, ce que vous voulez, qui vous fait plaisir. On se donne 3 minutes. Ce n'est pas beaucoup, 3 minutes sur une séance de 30 minutes. Si à un moment donné, vous vous ennuyez, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ce que je dis à mon patient toujours. C'est que comment je peux faire pour trouver la façon de m'amuser. Peut-être je prends un feutre au lieu d'un crayon, peut-être voilà, je me détends. Cherchez comment vous pourriez prendre du plaisir à cette petite activité. Il vous reste encore une petite minute. Alors ma question, c'est est-ce que chacune est arrivée à prendre un petit peu de plaisir dans cette activité? Vous me faites ça si vous y êtes arrivé. Ça a l'air.
Alors, donc, l'aventure n'est pas terminée parce que pour l'instant, je suis prof d'art plastique puisque je vous ai proposé une activité plastique, mais pas encore langagière. Donc, vous allez regarder votre réalisation et puis vous allez laisser venir quelques mots. Je vous propose de laisser venir 4 mots, un que vous écrirez en bas du cercle, un à gauche, un en haut et un à droite. Ça peut être des mots en lien avec ce que vous voyez sous vos yeux. Une patate, un radis, un dinosaure, je ne sais quoi, une sorcière. Ça peut être des mots en lien avec votre vécu intérieur. Ça peut être n'importe quel mot. Les premiers qui vous viennent à l'esprit, vous les écrivez 1, 2, 3, 4. Pouf. Des mots qui vous font plaisir, des mots qui vous réjouissent, des mots qui vous font du bien. Alors, est-ce que vous êtes tout arrivé à trouver 4 mots savoureux? Savoureux, ça ne veut pas dire un mot euh, qui est joli. Non, ça peut être affreux, fatigué, énervé. Hein. On est bien d'accord, on s'est entendu sur le vocabulaire. C'est un mot vrai pour vous. D'accord? Donc, 4 mots. À partir de ces 4 mots, je vais maintenant vous demander, on le demande souvent à nos patients, avec ces 2 mots, est-ce que tu pourrais faire une phrase? Ben moi, je vais vous faire le coup avec 4 mots. Est-ce que vous pourriez écrire une phrase à partir de ces 4 mots? Une phrase qui vous vient, elle peut être grammatique ou agrammatique, syntaxique ou asyntaxique, c'est égal. Juste une phrase qui vous fait du bien à partir de ces 4 mots. Ok. Alors, maintenant, je vais proposer, peut-être pas à vous toutes 38, mais à certaines d'entre vous, de dire à haute voix eh bien, la phrase que vous avez écrite, si vous le souhaitez. Donc, est-ce que c'est moi qui vous désigne ou est-ce que vous vous désignez vous-même? Qui c'est qui ose nous partager puis peut-être je vais vous poser quelques petites questions. Qui c'est qui voudrait nous partager un peu? Qui c'est qui est intéressé par cette petite expérience et qui voudrait offrir un petit témoignage? Bon, je me lance. Allez, c'est Alors, Marianne, hein, oui, Marianne. oui, oui. On ne voit Alors, pas ton visage, mais on t'entend bien. alors là, j'ai dû m'absenter une petite minute et j'ai cru comprendre qu'avec les 4 mots, on devait faire une phrase. C'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. Alors, la baleine magique lance du feu avec sa moustache. Oui, très chouette. Alors, toi, d'avoir écrit cette phrase-là, ça te met dans quelle humeur?
Joie. La joie, d'accord. Oui. La baleine, tu en as une forme sous tes yeux. Oui. Ok. Ça m'intéresse. Hein, parce que vous savez aussi bien que moi que l'enfant dyslexique, il voit un mot, le mot baleine, mais il n'en a pas la représentation mentale. C'est ce qui fait qu'il est dyslexique. Autrement, si tout de suite il voyait bien comment était la baleine, il retiendrait le mot baleine et il n'y aurait pas de problème avec les mots. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la représentation, de l'évocation mentale du mot baleine qui va être facilité du fait d'en avoir une sous les yeux. La médiation artistique, hein, là, il semblerait, permet de donner corps à cette baleine, puisqu'elle en offre une représentation. On est d'accord ? Qui c'est qui voudrait nous faire part... Merci Mariam d'avoir osé partager devant les collègues. Allez, qui c'est qui nous dit encore sa phrase et une petite expérience? Allez, Léa, je t'écoute. Alors, attends, pour l'instant, ton micro, il faut que tu réactives. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Léa. Alors, ma phrase, c'est « Ce bonhomme et cette tortue ont soif de beauté et de liberté. » Est-ce que y a quelque chose qui t'a intéressé dans cette expérience ou surpris ou je ne sais? Ça m'a fait du bien et surprise, non. Alors, peut-être je me suis mal exprimée en disant surprise, mais si je t'avais donné une feuille, hein, comme on fait souvent avec nos patients, et je te dis, écris une phrase, est-ce que ça aurait pu être cette phrase? Non. Donc, quand je dis surprise, c'est est-ce que la phrase a vraiment émergé du gribouillis ou est-ce qu'il y a quelque chose où elle était dans ta tête au départ? Il y a des éléments qui font partie du gribouillis qui n'étaient pas dans ma tête et d'autres qui étaient dans ma tête. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est dans notre tête, qui se révèle à la faveur du gribouillis. On est bien d'accord? Hein? Parce que, redis-nous ta phrase. Ce bonhomme et cette tortue ont soif de beauté et de liberté. Donc, ont soif de beauté et de liberté. Évidemment que ça parle à ton être profond, toi, Léa. Mais c'est ce bonhomme, c'est pas moi. C'est une voie de détour pour parler de soi. C'est une voie qui révèle ce que j'ai dans ma tête, évidemment. Hein, c'est pas l'autre. C'est bien toi qui parle. Mais à la faveur de cette médiation. Hein. Merci Léa. On va prendre encore un autre exemple, encore une personne. Et moi, je veux bien. Oui, avec plaisir. La phrase, oui. Et la phrase qui est venue, enfin les mots, et donc la phrase, c'est « Ce drôle de bazar, c'est Arlequin qui fait du solfège. » Oui. Et en fait, c'est rigolo parce que en regardant mon dessin, une fois que j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé que tout était très centré vers le milieu, comme s'il y avait une peur d'aller vers les extérieurs du cercle. Et après, j'ai eu de l'ennui à colorier. Je n'ai pas trop su. Donc, je me suis réintéressée. Et puis finalement, c'est comme ça que c'est venu. Très chouette, merci pour ton témoignage. C'est intéressant hein, de se dire, ben oui, parfois je m'ennuie. Ben oui, moi parfois je m'ennuie. Si je commence à vous parler qu'à un moment donné je m'ennuie, je me dis, ben, qu'est-ce qui manque? Peut-être il faut que tu boives un verre d'eau, peut-être c'est parce que tu ne vois pas tous les visages, il faut demander que quelques vidéos, quelques personnes rallument leur écran. Qu'est-ce qui se passe hein? Donc, avec l'enfant, tout le temps le rendre responsable, être co-responsable avec lui de s'ennuyer ou de se réjouir, et ben c'est ça l'aventure hein, qui se passe ensemble. On va entendre un dernier témoignage. Alors, qui aurait plaisir à faire un dernier témoignage sur sa petite micro-expérience d'écriture à partir de la médiation? Moi, je veux bien. Oui, Hélène, on t'écoute avec plaisir. Alors moi, j'ai écrit « Je m'allonge, j'écoute de la pop et je vois des couleurs, des formes abstraites psychédéliques.
Les 4 mots, c'était psychédélique, abstrait, couleur et pop. Oui. Et en fait, c'est moi. En fait, voilà. Et en fait, il te dit, c'est bien moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ce qui est merveilleux, hein, merci beaucoup pour ton témoignage. J'aime bien le c'est bien moi. C'est court et ça résume tout. L'enfant, on lui donne un pinceau. Si on lui donne un pinceau, il dessine la mer et les nuages. Mais si on se forme un petit peu et qu'on apprend à lui faire émerger une forme plus abstraite, eh bien, il y a vraiment quelque chose où c'est bien lui. Il n'y a que lui qui peut faire ça, et il n'y a que lui qui peut lire ces mots-là dans ce qu'il a fait. Il y a quelque chose de complètement singulier qui émerge parce que l'œuvre devient le miroir de moi-même. Hein? Je me mire dans le miroir de moi-même. Et c'est ce qui fait que l'œuvre, elle me parle de moi. Or, je n'oublie pas que je suis orthophoniste, donc à partir des mots qui émergent, je vais faire un temps cognitif, parce que c'est essentiel de faire un temps cognitif. Hein? Si je fais que de l'art plastique, je ne suis plus orthophoniste. Mais moi, à partir de ce qui a émergé comme mot, eh ben, je peux, à partir de psychédélique et de je ne sais plus quoi, je peux faire une phrase, je peux réfléchir, je peux la mettre au pluriel, au passé, au futur, je peux trouver un déroulement. Mais ce temps cognitif, il va émerger à partir de mots qui sont savoureux et goûteux pour le sujet. Et tout l'art, toute la difficulté, et c'est pour ça qu'il faut quand même un certain nombre de modules pour être à l'aise, c'est qu'on ne voit plus de différence entre le temps de la médiation, le temps de l'émergence des mots et le temps cognitif. Et voilà. C'est que tous ces temps s'enchaînent tellement de façon fluide qu'on ne peut plus les disséquer. Et que l'enfant, il se régale du début à la fin, aussi bien dans le temps cognitif que dans le temps de la médiation. Donc, j'avais dit un dernier témoignage, non, il me semble. C'est Hélène, tu as donné le dernier témoignage, on était au 4e. Bon, parfait. Donc, vient maintenant le temps des questions. Hein, je crois que c'est l'heure des questions. Quelle heure est-il? Parfait, exactement. Donc là, mon petit exposé va bientôt se terminer. Donc j'aimerais que vous puissiez poser des questions. Il n'y a pas de sotte question. Toute question est intéressante. Elle nous permet de réagir et d'enrichir le propos. Alors, Camille, qu'est-ce qu'elle dit? Merci beaucoup pour ce super moment tellement intéressant, mais je dois partir maintenant. Va, Camille, va. Il n'y a pas de problème. Hein. Il est peut-être l'heure de coucher les enfants. On va juste prendre un petit temps de questions. Hein. Je sais que le temps est précieux pour chacune. Donc, je m'étais fixée d'arrêter à moins le quart. Il est 44. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas du tout? Tout est bien clair pour vous? Oui, moi j'avais une question. Alors Léa, je t'écoute. Est-ce que ça n'arrive pas assez fréquemment que les parents, les familles qui viennent consulter soient vraiment décontenancés par la posture de l'orthophonie qui est quand même originale et qui sort de ce qu'ils imaginent qu'est une orthophoniste Eh bien, je vais être honnête, je vais te dire non. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Les seules fois où ça peut m'arriver, donc quand la personne arrive et qu'elle n'a pas eu avant de rééducation orthophonique chez personne, chez aucune autre orthophoniste, collègue aux alentours, moi j'arrive et elle pense que c'est ça l'orthophonie. Par contre, là, je viens de quitter ma région après 28 ans. Mes patients, ils m'envoient des mails, ils me disent « on découvre une autre orthophonie. » Ils disent « il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peinture, c'est bizarre. » Donc, non, pour eux, c'est ça l'orthophonie. Moi, je ne précise pas, je fais une orthophonie particulière, je ne précise rien du tout, parce que je suis pleinement orthophoniste. Je fais un bilan côté étalonné, je fais un travail cognitif. C'est juste que je permets que le travail cognitif émerge de la demande de l'enfant. C'est pas moi qui l'amène, c'est lui. Il me dit, mais le dinosaure, c'est un I ou c'est un Y? Et comment on fait le Z clair? Il veut tellement écrire son dinosaure. Psychédélique, le mot, on en a plein la bouche. C'est trop savoureux, psychédélique. Il a trop envie de l'écrire.
Donc, la demande émerge de l'enfant parce que ce sont ses mots et pas les mots du livre d'école et pas des mots d'ortho-édition. Ce sont ses mots à lui. C'est le précieux de son précieux. Et même les règles d'orthographe, c'est lui qui me les demande. Bon, alors Claire, moi là maintenant, je voudrais bien savoir comment j'ai appris ça à l'école. Et il me demande à faire les liens. Donc, par contre, pour répondre à ta question Léa, quand c'est un enfant qui arrive d'ailleurs, eh bien, je vais dire, vous allez peut-être trouver des petites différences avec l'orthophonie que j'essaie tout le temps de valoriser mes collègues en disant elles ont leur méthode et puis ben, moi j'ai une autre façon de travailler. Puis généralement, au bout d'une fois ou deux. Et si jamais il pourrait, dans le fictif, parce que ça ne m'arrive pas, mais si je travaille beaucoup, beaucoup avec les parents. Donc les parents, ils arrivent dans le bureau. Donc, il travaille avec l'enfant, donc il voit bien que dans les yeux on voit les yeux d'un enfant qui réfléchit et les yeux d'un enfant qui ne réfléchit pas. Donc tout de suite, et puis je les fais participer. Donc ils se mettent au travail eux aussi, ils voient bien que ça les fait réfléchir. C'est pas facile pour des parents. Donc non, j'ai pas de cette difficulté qu'il se trouve que c'est pas orthophonique. Non, parce que comme l'objectif a été clairement défini, on sait qu'on est là au service de l'avènement du langage et ça fait son effet, donc non, je sais pas. Mais ça pourrait. Alors, qui a encore une question? Merci Léa pour ta question. Emmanuel, est-ce important de faire des bilans étalonnés dans ce type d'approche? Alors, j'ai posé cette question parce que moi j'ai une approche PRL. ouais. Et puis, j'ai pas dans ma pratique non plus, je j'étalonne pas, je code pas les bilans. Et ça me pose énormément de questions, tout ça. Et dans l'approche que vous proposez, en fait, qui m'intéresse beaucoup, je me pose un peu la question de savoir finalement à quoi ça sert de savoir que tel patient va être à tel écart type de je sais pas quelle épreuve. Enfin, voilà. Alors, ça va m'être difficile, Emmanuel, de te répondre rapidement parce que donc déjà, moi, je suis très très proche de la PRL Chassani, Oui. Puisque la personne qui a préfacé mon livre, c'est Anne Lenné, que je remercie infiniment et qui est une collègue. Et voilà, moi, je suis très très proche de ce genre d'approche. Donc, en effet, le fait de côté étalonné me dérange, mais à la fois, j'ai vraiment à cœur ça me sert. J'utilise des épreuves de bilan courtes et ça me sert de côté d'étalonner pour pouvoir prendre des points de repère. Tu vois, moi, avec l'approche que je propose, si on a bien intégré le module 4 qui est la première séance, qu'est-ce que je propose dans le premier entretien d'1 heure, je suis en train d'écrire mon second bouquin sur ce thème-là. C'est un bouquin qui va faire, je sais pas, 150 pages sur le premier entretien. Pour moi, c'est le plus important. À partir de là, très sincèrement, je fais une alouette. Je cote, j'étalonne. 10 séances plus tard, je refais une alouette, même si je joue aux petits chevaux. Si j'ai bien posé mon objectif, si j'ai bien ciblé la flèche au bon endroit, je vais avoir un progrès. Mais pour autant, mon test côté étalonné, il me permet de voir qu'il y a eu progrès. Et c'est important pour moi et c'est important pour l'enfant. Donc, c'est un vaste sujet et je dirais, il va falloir que tu trouves une façon de coter et d'étalonner qui soit respectueuse pour toi. Et surtout, qu'est-ce que j'en fais qui soit respectueux pour moi et pour l'enfant? Voilà, j'espère avoir répondu un tout petit peu à ta question. J'aimerais de venir voir plus près. Non. Merci Emmanuel. Qui a encore une question? Alors, plus de questions? Alors. Ici. Oui. Moi, je veux bien. Personnellement, j'ai fait un burn-out parce que je pense que j'ai perdu complètement le sens de mon métier. Je ne voyais plus du tout le sens. Donc, je suis en gros questionnement à me dire est-ce que je refais de l'ortho ou pas. Est-ce que vous avez eu des cas de personnes qui ont réussi à se réconcilier avec l'orthophonie grâce à l'arphonie? Énormément. C'est mon public seulement. Je récupère les. Moi, tu devrais me payer. Pour te dire honnêtement, Marine, sur une session, je prends des groupes à peu près de 14 personnes
sur des groupes de 14 personnes, j'ai souvent entre un quart et un tiers de personnes qui s'interrogent pour arrêter. D'accord. Oui, non, C'est parce que énorme. là, j'ai fait un bilan de compétences, on m'a dit grosse créativité, donc voilà. Mais il y a toujours un blocage sur l'orthophonie quand même. Voilà, c'est le côté conventionnel qui me dérange encore. Ouais. Donc, je t'ai lu, Emmanuel, hein, je partage ce que tu viens de marquer. Donc, Marine, le côté conventionnel. Donc, le côté conventionnel, il y a… Les bilans, les axes de rééducation, tout ça, moi, je ne supporte plus, quoi. Voilà, donc il va falloir trouver, hein, l'orthophonie, elle t'invite à t'appuyer sur toi-même. Hein. C'est une formation qui remet un peu en question. C'est une formation de laquelle on ne sort pas tout à fait la même. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'OGDPC m'a enlevé mon agrément. Bon, pas que moi, hein, ils ont supprimé 80% des organismes de formation pour ne garder que ceux qui sont un peu questions-réponses. Mais il y avait quand même marqué noir sur blanc, vous aidez autant l'orthophoniste que le patient. Alors, du coup, on retire mon agrément. Bon, après, j'ai fait appel, ils ont trouvé d'autres réponses. Mais c'est pour dire que, évidemment, ça va demander un questionnement personnel. Mais oui, j'ai souvent des orthophonistes qui se questionnent, qui veulent arrêter, qui veulent faire art thérapeute, qui veulent arrêter tout bonnement et qui sont remis en selle avec l'orthophonie. Énormément, c'est vraiment beaucoup d'orthophonistes. Pas que, hein, il y en a qui adorent leur métier, qui souhaitent continuer, mais on apprend à trouver des ponts entre qui je suis, en respect de moi. Hein, la question de Emmanuel était intéressante par rapport au bilan. Comment je vais faire pour à la fois répondre à l'éthique de ma profession et à la fois en me respectant. Voilà, et tout ça, on apprend, et tout ça, c'est un… D'accord, merci. Juste pour dire que je suis dans le même club que Marine, en fait, par rapport au burn-out. Et les bilans étalonnés, en fait, c'est vraiment un des trucs qui me, voilà, qui me pèse énormément, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Merci Marine pour la question. Ouais, moi, je pense que j'ai fait mon burn-out juste après avoir bien approfondi ma formation de gestion mentale, où là, j'ai commencé à mettre du sens. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout compatible avec les enchaînements de séances toutes les demi-heures. Et je pense que voilà, c'est ce qui a déclenché. Parce que là, pour le coup, je mettais plus de sens. Et oui, voilà, la question du sens, Marine, est essentielle. Moi, je n'ai pas de sens pour moi. Comment mon patient va avoir du sens? Il y a Sylvie qui nous dit « Je suis maman et je confirme que l'approche que je découvre ce soir correspond à mon attente. Donc, osez. » Merci Sylvie pour ce retour. Et l'enfant que l'on a en face de soi, eh ben, il est important que lui, il trouve du sens. Hein. Donc, j'ai envie de terminer en vous lisant un tout petit passage. Dans mon livre, je relate énormément. C'est un livre, d'abord, qui est écrit sans jargon. C'était essentiel pour moi. L'orthophonie d'aujourd'hui, les orthophonistes qui sortent de l'école, elles jargonnent. Le jargon, ça permet quoi? De se mettre à distance de l'autre. Hein, parce qu'autrement, j'utilise des mots qui peuvent être compris. Donc, si je veux un peu me la jouer, je jargonne. Donc, moi, déjà, mon objectif numéro 1, c'était de n'utiliser aucun jargon, ce qui fait que n'importe quel enfant, à partir de 12 ans, peut-être pas dyslexique, peut lire mon livre, et n'importe quel parent d'enfants dyslexiques également peut le lire. J'ai envie de terminer en vous lisant donc un petit passage. Donc, j'ai énormément fait des enregistrements. Hein, je vais terminer avec ça, j'en ai encore pour juste 2 minutes. Pour vous montrer comment il est nécessaire d'aller chercher l'enfant et de faire alliance avec lui et qu'il mette du sens sur ce qu'il fait. À partir de 4 ans, il est capable de mettre du sens et il doit venir pour lui et pas pour papa et maman. Tout ça, c'est un art. Mais vous allez voir que quand vous y arrivez, eh ben, vous commencez à vous régaler. Donc, ce petit passage que j'aime bien lire, parce qu'il est tout simple, c'est Lucie qui a 6 ans, qui est en grande section de maternelle et qui vient pour un retard, un trouble d'articulation. Donc, c'est une petite fille qui affiche une apparente coquetterie. Elle a les petites couettes, la petite jupe plissée, elle est toute chic. Et elle vient avec son papa et sa maman pour le bilan. Et puis là, la partie que je relate, elle est seule avec moi. C'est la première fois qu'elle se retrouve seule avec moi. Donc, au départ, je veux toujours vérifier si elle sait pourquoi elle vient me voir. Donc, je lui dis, alors Lucie, qu'est-ce qui t'amène là? Et elle me répond, mamie. Donc, je vois que je suis passée à côté
je lui ai mal parlé, pas dans son vocabulaire. On s'est mal compris. Alors je recommence. Oui, je vois, c'est ta mamie qui t'a accompagnée. Je veux bien que tu me rappelles pourquoi tu viens me voir, pour que je sois sûre qu'on soit d'accord toutes les deux. Pas que je parle mal. Tu trouves que tu parles mal? Ben non, je parle bien. Ben, mais qui dit que tu parles mal alors? La maîtresse. Et toi, tu es d'accord avec elle? Oh ben non, moi, je parle bien, mais c'est maîtresse, il ne comprend pas. Et toi, tu la comprends bien? Ah, je ne comprends pas tout ça qu'il dit. Et tu aimerais mieux la comprendre? J'essaie de trouver un passage de quelque chose qui la motive. Oui, parce qu'il se fasse après moi. Ah bon, elle se fâche, pourquoi? Elle prend un air très très sérieux et elle répond, c'est très mal comment je dis la poésie. Imaginez ce petit bout de fille qui me répond ça. Ah bon, tu la récites mal? Oui, il dit oui, la maîtresse, que c'est mal. Et tu voudrais la réciter mieux? Eh ben oui. Et tu voudrais que je t'aide à la réciter mieux? Oui. Tu aurais envie de la réciter bien comme il faut pour faire plaisir à la maîtresse ou bien pour te faire plaisir? Pas que moi, j'aime la poésie. Je veux la dire mieux. Alors tu aimerais qu'on apprenne ensemble à dire les poésies avec plaisir? Là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui l'accroche, que le coup de la poésie, elle aime. Il y a quelque chose de l'ordre d'une chanson, la réciter, qui l'intéresse. Donc, elle me répond que oui. Et je vois son œil qui brille, donc je vois que c'est vrai. Hein. J'attrape alors une feuille et puis j'écris en grosses lettres « Contrat ». Claire s'engage à aider Lucie à dire sa poésie avec plaisir pour que les mots soient jolis et doux en sortant de sa bouche. Je lève le nez vers elle et je lui demande « C'est bien ça ?» Et elle me répond avec les yeux tout brillants « Oh, je vais être trop fière !» Donc, j'aime bien lire ce petit extrait parce qu'il est court, mais vous en trouverez plein. Celles qui ont la curiosité dans mon livre, j'ai relaté des entretiens cliniques, plein. C'est vraiment un livre où il n'y a que ça. Hein. Il y a surtout de la clinique pour que ce soit vivant. Et donc, pour moi, finir avec cette petite Lucie, c'est vraiment une façon de vous montrer que quel que soit l'âge, quelle que soit la façon de parler, on cherche vraiment à entrer en relation et à faire émerger une vraie demande. Et ça, eh ben, il y a des techniques, ça s'apprend. Hein. On peut le faire un petit peu déjà, rien qu'à partir de ce que je vous ai dit, vous pouvez utiliser tout ce que je vous dis, c'est pour s'en servir. Hein. Mais voilà, on apprend petit à petit dans la formation en orphonie à être à l'aise avec qu'est-ce qu'un cadre, qu'est-ce que c'est qu'un objectif, poser avec les parents, poser avec l'enfant, comment je fais pour me respecter justement, tout en respectant le titre orthophoniste. C'est le même job qu'à l'enfant. Hein. L'enfant, le mot baleine, il est vide de sens. Ben nous, quand on commence à travailler, le mot orthophoniste, il est vide de sens. Puis petit à petit, on le remplit avec qui on est. Voilà, donc c'est un peu ça le chemin que je vous propose. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions? Je voulais demander, est-ce qu'il y a des adultes? Pour les adultes, Oui. Je me sers de l'orphonie avec tous mes patients. Hein, et dans mon livre, tu verras, j'ai relaté de nombreuses études de cas avec les adultes aussi. J'ai parlé, souvent, je vous relate soit les 5 premières séances, parce que je trouve que ça vous permet d'avoir des outils, comment démarrer. Hein, donc, et puis, j'ai fini mon livre avec les 5 dernières séances. Un patient, Christian, que j'ai accompagné pendant des années, patient aphasique, et puis je raconte les 5 dernières séances avant son départ pour l'autre vie, et comment, en tant qu'orthophoniste, je l'ai accompagné sur ces 5 dernières séances. Voilà. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des adultes, beaucoup de personnes âgées. J'habitais à côté de la maison de retraite. Hein. Mon cabinet était à côté de la maison de retraite, donc j'ai beaucoup accompagné des patients neuro avec l'orphonie. Ouais. Des porteurs de bégaiement aussi. Ouais. Oui, je pensais aux voix aussi, aux dysphonies.
Oui, aux dysphonies. C'était mon dada, il fut un temps, j'ai écrit mon mémoire sur la dysphonie. Ouais, je dirais que c'est une posture, on peut l'utiliser avec toutes sortes de pathologies une fois qu'on a compris. En fait, j'enseigne un canevas. C'est pas du tout parce qu'on se sert de l'artistique, c'est flou. L'orphonie, c'est quand même un dispositif assez précis, avec des temps très précis, mais qui, au bout d'un moment, ne se voient plus. On les a tellement bien intégrés que on les vit et puis personne ne s'aperçoit qu'il y a différents temps. Mais moi, je sais où je vais, ce qui fait que je peux utiliser la médiation sans être en inconfort. Hein. Parce que si je commence à utiliser la médiation sans savoir où je vais, je risque facilement de me retrouver débordée et de plus savoir quelle est ma profession. Donc, c'est un peu jalonner tout ça avec des repères essentiellement qui appartiennent à la neuro d'ailleurs. Je rechausse mes lunettes pour savoir s'il y a encore des questions et puis on va clore. Merci, à bientôt. Oui, pardon, une question par rapport aux formations. Oui. J'ai vu que par rapport aux formations en ligne, c'est Mariam. Mariam. Oui. Oui. Par rapport aux formations en ligne, il y a le module 3 et le module 4. Donc, c'est comment? Est-ce qu'il y a des dates pour les faire ou bien c'est... Alors, en fait, moi, je n'ai pas la chance de pouvoir me déplacer. Oui, tu vois où que tu, Mariam? À Madrid. À Madrid. Bon, oui. Alors, donc, quand vous n'avez pas la chance de pouvoir vous déplacer, moi, j'aime bien faire le module 1 ou le module 2 en présentiel. Pourquoi? Parce que dans le module 1 et le module 2, je donne toutes les bases, les temps de la séance, et puis on fait des expérimentations, ce que j'appelle il y en a une qui fait l'orthophoniste, l'autre qui fait le patient, on chronomètre une demi-heure. Je ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas à l'aise avec. On va expérimenter à distance, c'est difficile. Une fois que vous avez fait au moins un de ces deux modules, eh bien, on peut faire le 3 et le 4 à distance. Donc, le mieux pour Madrid, moi je veux bien me déplacer, tu trouves une dizaine de copines, de collègues, ça peut être des enseignants, des psychomotes, des orthophonistes. J'enseigne essentiellement pour les orthophonistes, mais depuis quelques années, depuis 5-6 ans, souvent il y a des enseignants en RAZ, des psychomotes, des art thérapeutes et qui se régalent à apprendre ce dispositif parce qu'il y a vraiment quelque chose, vous verrez, qui est un peu magique. Magique dans le sens, ça fonctionne, quoi, vraiment ça fonctionne. Donc, si tu es à Madrid, soit il te faut venir pour le 1 ou le 2, soit je veux bien venir à toi. C'est pas à toi que j'ai répondu. C'est bien moi. Oui. Oui. Je renouvelle ma proposition. Hein. Si vous faites un petit groupe, après, moi, je peux le mettre sur Internet, hein, mais j'attends qu'il y ait déjà un petit groupe constitué. Oui, oui. Par rapport aux orthophonistes, c'est un peu difficile parce que justement, il faut être un peu, je ne veux pas dire différent, mais avoir une approche différente par rapport à la pratique. Donc, les gens que je connais, ils sont assez, je sais pas, je ne veux pas dire classiques, mais bon, moi, c'est par rapport, je me suis toujours sentie mal à l'aise par rapport à cette approche classique. C'est pour ça que... Et j'étais un peu aussi dans cet état-là de je m'ennuie, j'étouffe, j'en peux plus, j'ai besoin d'autre chose. Que ça soit plus vivant. Une chaise et moi et un bureau, ça m'ennuie, ça m'étouffe. Donc moi, mes séances, je bouge, je dessine, je saute. Mais bon, je vais essayer, on va voir. Sinon, je vais voir comment faire pour me déplacer pour faire le premier module. Je pense que ça vaut le coup. Hein. Madrid-Cré, c'est assez facile à faire hein, au départ de Valence-Ville. C'est assez facile et je pense que tu ne regretteras pas ton trajet. Moi, une fois que je vous ai vu une fois, hein, c'est rare. Moi, souvent, je te rembourse si tu t'ennuies. Non. Je sais que ça va être voilà, je vous magique. J'aime bien, moi je prends des petits groupes, hein, je pourrais prendre 30 personnes à la fois, je prends des petits groupes parce que je vous fais un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre question, je m'engage vraiment à ce que vous repartiez avec des réponses à vos questions. Donc, venez une fois, et puis après, on peut faire par visio, mais c'est bien une fois de s'être reniflé, senti et abordé. Voilà. Ok.
Donc, Merci. un tout petit mot par rapport aux modules. On me demandait, hein, les modules, il y en a 4 qui concernent des médiums. Hein. Donc, il vous faut avoir fait au moins 1 ou 2. Et puis après, il y a le module 4 sur la posture. Ça, c'est inévitable. C'est la base. Sans ce module 4, vous ne pouvez rien faire. Donc, il vous faut en faire au moins 1 ou 2 sur des... Là, je parle si vous voulez juste faire un peu tapas. Après, si vous voulez obtenir la validation en orphonie, il vous faut faire sur les 13, 8 modules. 4 modules de base et 4 modules d'approfondissement. Sur les 13, vous en choisissez 8 et là, vous pouvez écrire un petit mémoire à partir d'une étude de cas. Et moi, je vous accompagne. Et là, vous en savez autant que moi. Après, c'est vous qui animez les conférences. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres médias? Oui. Par exemple, moi, je fais beaucoup d'origami. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bienfaits. Et je me dis, j'aimerais bien peut-être un jour faire un lien voilà. avec l'orthophonie. Je ne sais pas comment, mais... C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le principe de l'orphonie, c'est une trame. J'ai mis 10 ans à trouver le déroulement en rapport avec les neurosciences. Et une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez utiliser l'olfactothérapie, l'origami, mais la partie médiation, elle dure 5 minutes. Hein. On est d'accord. Mais vous pouvez partir de là. Donc, c'est quoi? Elle dure 5 minutes. C'est un peu raccourci. Hein. Tout ça, ça me demande à être développé. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, mon but, c'est pas que tu fasses la médiation que je propose. Évidemment, la mienne, je la prémâche puisque je la connais bien. Mais il y en a qui utilisent le clown, il y en a qui utilisent le théâtre, le masque, l'origami, l'olfactothérapie. Tu pourras, une fois que tu auras fait 2-3, il te faut au moins 2-3 modules. Et après, tu vas pouvoir utiliser tes propres. Voilà. Donc, je vois que j'ai dépassé le temps. C'est pas trop de moi, ça, parce que j'aime bien être à peu près à l'heure. C'est l'heure de se dire au revoir. Si vous avez des questions, ce que vous faites, c'est que vous allez sur mon site, vous me laissez des petits messages. Et puis, on peut continuer le dialogue comme ça. Peut-être il y en a à qui j'aurais donné l'envie qu'on se rencontre. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Moi, je suis assez passionnée par ce que je fais et j'aime transmettre. Donc, peut-être au plaisir de vous rencontrer ici ou là, à Madrid ou ailleurs. Je vous souhaite une belle soirée et j'espère que vous partirez un peu enrichi de quelque chose. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.